ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, parce que j'ai tendance à radoter en plus et vous n'êtes pas obligé de regarder tout mon contenu parce que je suis affreusement bavarde. Mais je ne suis pas une grande adepte des textes courts parce que souvent ça va me frustrer. Je parle des nouvelles, ça peut être des novellas aussi, parce que moi j'aime bien quand c'est bien développé, que ce soit les univers, les personnages. Je suis pas en train de dire que ça l'est pas dans les textes courts, mais dans un texte court, il faut faire des choix. Donc, on va partir peut-être pour un 7 jours, 7 livres, parce que là, je viens d'en lire 2 en 2 jours. Peut-être pour autre chose, si j'arrive pas à le faire en une semaine, mais bon, c'est pas bien grave, on fait pas la course. Et je voulais vous parler de différents bouquins parce qu'il va y avoir un petit peu de tout. C'est principalement du classique parce que je vais vous parler de soit la maison d'édition Folio plus classique, soit de Librio. Donc c'est des petits bouquins qui sont vraiment pas épais, qui sont à 2 ou 3 euros. Le premier dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai lu en numérique et qui doit être étudié, je pense, à l'école. C'était pas le cas pour moi, j'ai pas le souvenir. Parce que je pense que ça m'aurait prodigieusement fait suer si je l'avais étudié au lycée. Je vous parle donc de Candide de Voltaire. Je vais mettre une petite affiche là. Alors, Candide de Voltaire, je pense qu'on est un peu dans la même veine que Gargantua de Rabelais. Sauf que Rabelais, c'était un peu plus étoffé. C'est un bouquin qui est assez petit aussi, le Candide de Voltaire. Et si vous voulez, on est sur un conte philosophique, donc avec un personnage naïf, Candide, à qui il va arriver tout plein de choses et qui va voyager un peu de par le monde. Bon, j'ai franchement pas aimé cette lecture. Ça se lisait, hein. J'ai pas peiné non plus à le lire. Bon, j'ai un petit peu... Je me suis un peu forcée, je vous l'avouerai. Et je pense que si c'est un livre qui avait été plus long, je l'aurais abandonné. Si c'était un livre qui avait été plus conséquent, qui était autour de 300 pages ou quelque chose comme ça, je pense que j'aurais laissé tomber. Les 2 reproches que je fais au Candide de Voltaire, c'est que c'est peut-être le format qui veut ça, mais si vous voulez, il arrive énormément de choses, beaucoup de péripéties à Candide et à son groupe d'amis ou sa chérie. Et sauf que c'est pas du tout développé, mais du tout. C'est dit, il se passe ci, il se passe ça. Il y a à peu près 0 description, sauf à un moment dans un endroit particulier. Et les personnages sont assez caricaturaux parce qu'ils ont une caractéristique de personnalité, sinon il n'y a pas vraiment de désir, il n'y a pas vraiment... Enfin, on n'est clairement pas sur du roman. Je pense que c'est une lecture où il faut absolument avoir du contenu autour. Parce que ça s'appelle Candide ou de l'optimisme. Et pourquoi ? Parce que Voltaire, en fait, tout le long de ce livre-là, critique l'optimisme selon Leibniz. J'arrive pas à le dire. Leibniz, qui était un philosophe allemand, il me semble. C'est pour ça que Candide est un Allemand qui vient de Westphalie, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un bouquin qui fait 160 pages quand même. Là, je parle d'un manière classique, texte intégral. Il est pas mal, je l'ai vu celui-là, il est assez joli. Candide, c'est un enfant bâtard qui est né dans... Je crois qu'il n'est pas noble du coup parce que c'est un bâtard. Et pour avoir imité son maître de philosophie qui a plus ou moins troussé une servante, et bien il fait pareil avec Cunégonde, qui je ne sais plus exactement qui c'est, on s'en fout. Enfin, je crois que c'est une des filles du château. Et bref, comme c'était pas bien, Candide se fait virer du château à coups de pied au cul. Et il finit par aller chez les Bulgares. Alors les Bulgares, je sais pas forcément apparemment une référence à la Bulgarie, mais a priori c'est une référence à l'homosexualité.
Je vous l'ai dit, j'ai pas le mode d'emploi pour ce bouquin-là. Bref, il se fait enrôler dans une guerre, d'un côté de l'armée, puis de l'autre, donc dans l'armée adverse. Il retrouve Pangloss, son maître de philosophie qui avait troussé la servante. Il commence à faire un tour du monde avec son maître de philosophie. Il leur arrive plein d'embrouilles, il y a les bateaux qui coulent, etc. Il retrouve Cunégonde. Il est menacé de... À un moment, il risque d'être tué. C'est assez régulier que les personnages risquent d'être tués. C'est également assez régulier que des personnages qui sont censés être morts ne le sont pas. Et il y a un côté très invraisemblable, assez absurde. Je pense qu'il y avait de l'humour, parce que des fois ça m'a un peu amusée. Mais j'ai surtout trouvé ça quand même extrêmement chiant. Enfin, extrêmement, peut-être pas, je l'ai lu. C'est un conte philosophique de Voltaire paru à Genève en 1759. Il a été réédité 20 fois du vivant de l'auteur, ce qui en fait l'un des plus grands succès littéraires francophones. Parce que je crois qu'il a été vendu... un mois après sa parution, il a été vendu à 6000 exemplaires, ce qui est énorme par rapport à l'époque. Donc comme pour Rabelais, il avait été prétendument traduit, mais bon, c'est l'auteur qui a pris un pseudo. Candide est un jeune garçon vivant au château du baron de Sundertentronckh, qui se trouve en Westphalie. Le nom de Sundertentronckh est une déformation burlesque du néerlandais et signifie grossièrement « chandelle pour allumer une souche ». Le château est inspiré du château de Bucquebourg, dans lequel Voltaire a séjourné à plusieurs reprises. Il a pour maître Pangloss, philosophe qui enseigne la métaphysico-théologo-cosmonigologie. Vous retiendrez le nigo dans cosmonigologie. Et qui professe, à l'instar de Leibniz, que l'on vit dans le meilleur des mondes possibles. La philosophie leibnizienne est cependant déformée dans ce que professe Pangloss, je ne sais pas comment on dit. Candide est chassé de ce meilleur des mondes possibles à la suite d'un baiser interdit échangé avec Cunégonde, la fille du baron. Candide découvre alors le monde et va de déconvenu en déconvenu sur les chemins d'un long voyage initiatique. Et bref, moi j'ai l'impression que la morale de l'histoire, c'est que en gros, faut pas trop se prendre le chou avec toutes les questions de philosophie. Il faut cultiver son jardin, à savoir occupez-vous de vos fesses. Est-ce que j'ai bien résumé le truc ? Est-ce qu'il y a une... Attendez, est-ce qu'il y avait un truc avec une morale ? Le conte se termine sur la morale. Il faut cultiver son jardin. À travers ses souffrances, Candide a développé sa propre vision du monde et cette phrase reflète le sens qu'il y a trouvé. On peut tracer des parallèles entre cette morale et la vie de Voltaire au moment où il écrit Candide. Candide, il est extrêmement naïf, donc il est très manipulable. Il y a des fois des personnages qui vont me laisser un peu plus de... une trace un peu plus profonde. Ils ont visité l'Eldorado, qui était un peu ce monde parfait. Et à un moment, je crois qu'ils arrivent du côté de Constantinople. Non, voilà. C'est à Venise, chez Pococurante. Et Pococurante, c'est un gars qui a tout, mais qui est blasé de la vie. Et je trouvais ça assez intéressant. Il y avait une notion aussi, à un moment, il y a 6 personnages qui sont des rois, qui sont traités comme des rois, du coup, qui ont un serviteur, etc. Et il y a un 7e qui n'est pas un roi, qui est traité comme un moins que rien par son serviteur, parce qu'il a quand même un serviteur. Enfin bon, je trouvais ça assez space. Je pense que c'est un livre, si vous ne l'étudiez pas, ou si vous n'avez pas les codes, si vous n'êtes pas dans la tête de Voltaire, si vous n'avez pas ce contexte de pensée de Voltaire, ou le contexte aussi de l'époque, vous passez complètement à côté, ce qui est complètement mon cas. Je ne le regrette pas forcément, je ne regrette pas sa lecture, je n'ai pas envie de creuser le truc parce que ça ne m'a pas passionné. Je l'ai lu, voilà. On va dire que le boulot est fait. Bon, je suis aussi quelqu'un qui, assez globalement, n'aime pas tant que ça la philosophie. Je trouvais ça intéressant à étudier au lycée, et surtout quand j'ai eu j'ai aussi étudié la philosophie en école d'éduc, ce que j'ai trouvé très intéressant. Mais là, j'étais un peu plus âgée aussi, j'avais pas 17-18 ans, j'étais plutôt sur du 25, donc j'avais mûri. Mais ouais,
Ça m'a pas passionné, je l'ai lu, c'est fait, terminé. Je vais sans doute pas m'en souvenir et c'est pas grave. Autre livre, deuxième livre, La peste écarlate de Jack London. On est chez Librio, c'est un Librio à 2 euros. Potentiellement, maintenant, s'ils sont ressortis, ils sont potentiellement à 3 euros parce que les folios qui étaient avant à 2 euros sont maintenant à 3 euros. On est sur une nouvelle qui fait 90 pages, qui a été traduit de l'anglais par Louis Postif et Paul Gruyer. Et on est sur une couverture de Nicolas Galkowski. C'était des éditions J'ai lu. Ah, Librio, c'est J'ai lu. Je vais vous lire le résumé toujours et je vais vous dire ce que j'en pense. Un vieillard déambule dans la baie de San Francisco en compagnie de ses petits-enfants. Vêtu de peau de bête, il chasse pour se nourrir, se réchauffe autour du feu et se protège des ours ou des loups grâce à l'arc et à la fronde. Nous sommes en 2073, ça a été écrit en 1912. Il y a 60 ans, une terrifiante maladie, la peste écarlate, a ravagé l'humanité. Les rares survivants, retournés à l'état de nature, se sont réunis en tribus, sans passé ni culture. Le grand-père, ancien professeur, se souvient du monde d'avant l'épidémie. Mais comment le raconter à Edwin, Ou et Bec de Lièvre, ces petits sauvages qui ne savent ni lire ni compter? Et il y en avait d'autres. En fait, ces 4 gamins sont les 4 petits-enfants du vieillard, du grand-père dont j'ai oublié le nom. Et il y a une petite citation. Un jour viendra où les hommes, moins occupés des besoins de leur vie matérielle, réapprendront à lire. On est étonnamment, je vais vous faire un petit comparatif en termes de grosse ambiance. On est au niveau de la route de Cormac McCarthy. Donc on est clairement dans du post-apocalyptique, un petit peu plus lumineux quand même que la route, parce que la route, c'est le monde qui meurt. Le monde entier. Dans la peste écarlate, c'est la civilisation, c'est les humains, les hommes qui sont morts. Et il n'en reste plus qu'une poignée. Si vous voulez, en 2013, donc 60 ans avant, il y a la peste écarlate qui a commencé à arriver. Et c'est une maladie qui évolue tellement rapidement que la population s'est très vite retrouvée débordée. Et enfin, a pu savoir gérer, pas réussir à soigner les gens, pas avoir le temps de trouver de remède, pas réussir à traiter les cadavres. Et quand vous avez évidemment quelque chose de ce genre qui se produit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens fuient, les gens protègent leurs proches, ils protègent leur abri, leur maison, leur nourriture. Nous sommes aux États-Unis, les gens sont armés. Et l'homme qui raconte ça, il a assisté à tout ça. Il a assisté à tout ça parce qu'il avait déjà quasiment 30 ans. L'homme qui a assisté à tout ça était professeur d'université. Et quand vous passez d'une civilisation où les États-Unis, c'était des millions de gens, à ils pensent qu'il ne reste dans le monde que 300 ou 400 personnes, et ben assez rapidement la civilisation s'effondre parce que tous les métiers qui sont très spécialisés, qui sont techniques, et ben les gens ne savent plus le faire. Et évidemment, c'est un petit peu le retour à l'état sauvage. C'est toute l'infrastructure qui se casse la figure. C'est des animaux domestiques ou des animaux d'élevage qui retournent à l'état sauvage ou qui disparaissent. C'est des usines comme il y avait à l'époque qui ne peuvent plus tourner. Ce sont des médecins qui n'existent plus parce que tout le monde meurt. Et c'est se retrouver à survivre dans un milieu qui devient hostile parce que le temps que tout le monde essaye de s'enfuir et compagnie, on peut se faire buter. Une fois que tout ça est passé, il faut réussir à se nourrir. Et quand on vient de la ville et que se nourrir, c'était aller faire ses courses Walmart, ça n'existait pas à l'époque où Jack London a écrit, mais vous m'avez compris. Quand se nourrir, ça consiste à aller à l'épicerie du coin, acheter de la farine, des œufs, des pommes et un bout de jambon, on est loin de l'arc et des flèches. Hein. Ce qui fait que tous ces gens-là, les survivants,
ils ont tout perdu. Et on a vraiment toute l'histoire par le monsieur qui était professeur d'université. Et bah, je trouve, parce que vous savez, c'est un texte qui était étudié en cinquième. Je trouve que c'est quand même bien plombant de faire lire des choses comme ça à des enfants de 12 ans. Surtout que c'est sorti en 2018-2019, et qu'est-ce qu'il y a eu après? La pandémie. Je pense que ça fait une petite génération de gamins traumatisés. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en vrai, si vous êtes amateur des récits post-apocalyptiques, moi je pense par exemple à La Route, je pense à World War Z, à des séries ou enfin The Walking Dead, des trucs comme ça, vous n'allez pas trouver, enfin vous allez retrouver les codes du genre, parce que ça c'est nouveau, mais enfin ça c'était nouveau quand c'est sorti, mais c'est pas du tout nouveau maintenant. Donc quelque part vous n'allez pas être surpris, mais bah, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Au début, je pense que c'est vraiment une nouvelle qui est écrite pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'on a des gamins qui sont assez moqueurs, ils font un peu sale gosse qui se moquent de leur grand-père. On a un grand-père qui est quand même un petit peu gâteux, je pense, qui est un peu nostalgique, qui prend de l'âge et compagnie. Et il pense un petit peu à ce qu'il a vécu avant, ce qu'il a connu avant, le confort, etc., la famille, les gens qu'il a perdus. Et, et il essaye d'enseigner en fait tout ça, de transmettre tout ça à ses petits-enfants qui n'ont jamais connu ça de leur vie, qui n'ont connu qu'une vie d'errance, une vie où on chasse les loups à coups de pierre lancés par la fronde parce qu'il y a le troupeau de chèvres à garder, etc. Euh, donc je trouve que c'est vachement intéressant. J'aime beaucoup le style de Jack London, moi j'aime bien. J'ai relu assez récemment L'Appel de la forêt et Cro-Blanc. J'aimerais bien lire Martin Eden aussi. C'est un personnage que j'aime bien, moi. Cet auteur-là, j'aime beaucoup. Et c'est toute une réflexion aussi sur la civilisation, surtout à la fin. Quand le vieillard a raconté toute son histoire, il dit en fait, il y a bien ça, hein, un jour viendra où les hommes moins occupés des besoins de leur vie matérielle réapprendront à lire. Qu'est-ce qu'il a fait du coup le petit papy, qui était prof à l'université? C'est qu'il a réuni les bouquins dans un endroit, et avec des alphabets, parce que les gens ne savent plus lire, ces enfants-là ne savent pas lire, en disant... Je vous ai mis aussi la recette de la poudre, parce que c'est vachement bien la poudre pour se défendre et tout ça, pour les fusils, parce que là ils en sont aux arcs et aux flèches, ça n'existe plus la poudre. Et on a du coup les gosses qui commencent à se dire entre eux, moi si j'ai la poudre, eh ben je vais me défendre, et toi là mon cousin, si t'embêtes l'autre cousin, je te tire dessus. Et l'autre il va répondre un peu la même chose. Et la réflexion en fait du grand-père, c'est un petit peu, mais ça va reprendre. On donne le pouvoir de lire, d'apprendre aux hommes, ce sont des futurs hommes, c'est des enfants qui ont 8-10 ans, et c'est ce qu'ils vont en faire, c'est de nouveau se taper dessus, s'entretuer et tout ça. Donc c'est quand même, c'est pas franchement la joie, on n'est pas sur une fin qui est hyper optimiste, mais la fin elle est superbe. J'ai envie de vous lire juste le dernier paragraphe. Le soleil allait disparaître à l'horizon. Dans le ciel où roulaient des gros nuages, son disque enflammé dardait un éventail de rayons rouges. Au-delà des dunes du rivage pâle et désolé, où piaffaient les chevaux et venaient mourir les vagues, les lions marins, les lions de mer, se traînaient toujours sur les noirs récifs, où s'ébattaient dans les flots, avec des meuglements de bataille ou d'amour, le vieux chant des premiers âges du monde. « Viens, grand-père, dit Edwin, en tirant le vieillard par le bras. Et tous deux, silhouettes hirsutes, vêtus de peau, tournant le dos au rivage, emboîtèrent le pas aux chèvres, vers la forêt, sur la piste de la voie ferrée. Une voie ferrée qui, évidemment, ne sert plus à rien. Et ben, j'ai trouvé ça vachement intéressant. C'est un livre que je pense que je vais conserver, que je relirai de temps en temps. Comme je vous ai dit, hein, c'est une grande nouvelle qui fait 90 pages. Cette édition-là, elle est assez sympa parce qu'il y a un petit dossier pédagogique derrière.
Salut! Je vous avais promis que je lirais un livre en plus, au moins un. Peut-être d'ici mercredi, j'en lirai un ou deux, trois. Mais bref, j'ai lu aussi donc La femme d'un autre et le mari sous le lit de Fedor Dostoïevski. Alors il me semble que son prénom peut être orthographié différemment. On est chez Folio, 3 euros, et en fait on a deux nouvelles là-dedans. On a La femme d'un autre et la nouvelle Le mari sous le lit. Ces deux nouvelles se retrouvent dans ce petit recueil parce qu'en fait elles font suite l'une à l'autre. Et je vais juste vous lire un peu le petit pitch et vous dire ce que j'en ai pensé. Persuadé que sa femme le trompe, Ivan Andreevitch est prêt à tout pour confondre l'infidèle. Il la suit et la guette pendant des heures. Il l'espionne et ouvre son courrier à la recherche d'une preuve. Il se cache et se ridiculise. Donc ça, c'est un peu le cas sur les deux nouvelles, très honnêtement. C'est deux nouvelles que j'ai eu un petit peu de mal à lire, surtout la première. Je vais revenir en fait sur des petits résumés qu'il y a sur Wikipédia parce que je me souviens plus de tout et que c'est des noms russes qui sont longs, donc j'ai un peu de mal à les retenir. Première nouvelle, La femme d'un autre. On est à Saint-Pétersbourg à 8h du soir. Il y a un homme qui aborde un jeune homme inconnu qui fait les 100 pas devant un immeuble. Donc c'est le mari et évidemment c'est l'amant. Donc l'homme mûr est en plein désarroi, il hésite, il va, il vient, il sait pas trop quoi faire. Le jeune homme il reste là. Le jeune homme comprend que l'homme plus âgé qui l'aborde est le mari. Et ils sont tous les deux à la recherche de la même femme et tous les deux prétendent rechercher la femme d'un autre. En fait, le truc qui est assez... J'aurais un petit peu envie de comparer ces deux nouvelles-là à du Feydeau. C'est du théâtre de boulevard. On est quasiment sur du burlesque, si vous voulez. On est sur vraiment des situations comiques où il y a le placard, il y a le mari qui est dans le placard, l'amant qui est sous lit. C'est des gens qui essayent de se surprendre les uns les autres dans des situations pas évidentes. Mais c'est vraiment sur le registre de l'humour et c'est sur le registre de l'humour et surtout très visuel, très à bouger, pardon. C'est très à bouger parce qu'on est sur des gens qui rentrent et sortent de la pièce, qui se cachent, qui se montrent alors que l'autre vient à peine de sortir de la place, de la scène. Vous voyez un petit peu le genre. On est vraiment sur du comique très visuel et qui est aussi très agréable à lire de la manière dont c'est fait chez Feydeau. Moi j'ai vu d'abord Un fil à la patte il y a pas mal de temps et je l'ai lu également par la suite. Et c'est vrai que c'est un théâtre que j'aime bien parce que c'est vachement léger. On se moque en fait des situations qui sont assez dramatiques au final parce que les situations de tromperie, etc., c'est jamais très, très fun. Ça peut être très fun, je pense, pour ceux qui trompent au début et après c'est surtout angoissant et c'est surtout très, très chiant, j'imagine. Donc on a le mari et l'amant qui sont dehors, qui sont à essayer à essayer de surprendre la même femme. L'amant qui est plus jeune comprend qui est le mari ne le comprend pas. Et le souci, en fait, c'est que ils vont surprendre la femme avec un autre, un troisième homme. Et ça finit assez bizarrement parce que au final, la femme, elle sort de là. Elle est avec un troisième homme. Elle raconte une histoire complètement tirée par les cheveux que son mari, il achète complètement. Et c'est fini comme ça. Donc je suis désolée, je vous donne un petit peu le rendu, mais... je l'ai trouvée un peu chiante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a quasiment que du dialogue. Et je crois que par moment, il peut y avoir d'autres personnages qui interviennent. Mais en fait, les dialogues, ils s'enchaînent tellement qu'à un moment, on ne sait plus trop qui c'est qui cause. Je pense que c'est vraiment fait exprès. C'est vraiment pour ajouter de la confusion à la lecture. Et ça marche. Moi, j'ai un peu mal à accrocher. J'ai un peu... eu plus de difficultés à raccrocher parce qu'on est sur des tournures de phrases aussi où on a deux personnages qui ne se disent pas les choses
donc le mari et l'amant. Donc au début, ils ne savent pas qui ils sont, hein, ils ne savent pas non plus qu'ils attendent la même femme. Mais ils essayent vraiment de communiquer tout en ne communiquant pas, tout en ne délivrant pas en disant pas les choses. Ce qui fait que c'est vraiment un discours qui tourne en rond et c'est du blabla si vous voulez. Et on est surtout sur des choses où ils vont beaucoup... je pense qu'on est un peu dans le milieu de la bourgeoisie, peut-être même dans le milieu noble, je suis pas persuadée. Hein. Mais on est dans un milieu qui est plutôt aisé. Et si vous voulez, c'est un peu plein de formules de politesse. Continuez, voyez ce ton pour me parler. Excusez, peut-être vous ai-je froissé en vous appelant jeune homme, mais je n'avais nullement... En un mot, s'il vous plaît, de me rendre un très grand service. Eh bien voici, une dame. Entendez bien que je veux dire une dame très bien, d'excellente famille, des gens de ma connaissance. On m'a chargé, moi je dois vous dire, je ne suis pas mariée. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Bon, j'ai balbutié, mais ça sera coupé au montage. Mais vous voyez, on est sur un mari qui ne... Il sait pas quoi dire. La deuxième nouvelle, c'est le même mari, donc Ivan Andreevitch, qui va à l'opéra italien. Il est venu pour espionner sa femme. Mais il n'arrive pas à voir avec qui elle est. Donc elle est sur les balcons, lui il est en dessous. Il reçoit... Il y a une femme quelque part là-haut qui jette un mot doux à un amant qui atterrit sur la tête d'Ivan, il me semble. Et il pense du coup que c'est peut-être sa femme. Donc il va la surprendre. Donc il y va. Et le mari sous le lit. Il se retrouve sous le lit d'une femme avec un amant et le mari qui arrive, le mari de cette femme. Donc la situation, elle est encore plus ridicule que celle d'avant. Et c'est cette nouvelle-là, je l'ai trouvée plus marrante parce que on a déjà un peu plus de narration, pas beaucoup, mais la première partie, il y a pas mal de narration en plus. Après ils sont tous les deux en fait sous le lit, en train de chuchoter, d'essayer de se pousser, de se faire de la place et compagnie. Ils savent pas comment s'installer. Ils écoutent le petit vieux qui n'arrête pas de tousser, le mari de la jeune femme, parce qu'en fait ils se sont plantés de porte, ces couillons. Ils ont bien reçu un mot qui était destiné à eux, mais ils se sont plantés d'appart. La dame qui voulait voir, c'est au-dessus. Donc ils sont chez une jeune femme qui est mariée avec un vieux barbon, comme c'est le cas. Hein, le mari, là, il est marié avec une femme qui est plus jeune, qui a des amants, mais lui, il est très naïf. Et c'est complètement ridicule parce que en fait, ils essayent de... Faut pas qu'ils nous entendent. Donc à un moment... la femme, elle se dit merde, la femme a bien repéré qu'il y avait des gens sous son lit, mais elle flippe, donc elle dit mais non, mais c'est le chat. C'est ridicule. C'est ridicule, mais cette nouvelle-là, elle était un petit peu plus marrante. Je trouvais ça marrant. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? On dirait que quelqu'un éternue ici, chantonna le vieillard. Est-ce toi, chérie, qui a éternué? Oh mon Dieu, soupira l'épouse. Chut, entendit-on sous le lit. C'est là-haut probablement qu'ils font du bruit, observa la femme, qui prit peur, car effectivement, il se faisait du bruit sous le lit. Donc on a tout un jeu comme ça sur non, mais c'est en haut qu'il y a du bruit parce que je crois qu'en haut ils s'amusent. Et en bas, la situation est ultra embarrassante. Et je sais plus exactement comment ça se termine. Je crois qu'à un moment, l'amant, c'est pas le même amant que la première nouvelle, mais le mec qui était déjà sous le lit quand le mari de la femme du dessus arrive, il arrive à se carapater. Sauf que lui, il reste sous le lit. Enfin, c'est un peu... Enfin, la situation est complètement ubuesque, mais j'ai pas spécialement accroché au truc. Je trouvais ça plutôt marrant, mais en même temps un peu longué à lire parce que comme c'est vraiment beaucoup de dialogues qui tournent en rond, une situation qui tourne en rond, qui est bloquée, qui ne se débloque pas. Au début, ils flippent parce que quand ils se rendent compte qu'ils sont sous le lit de la mauvaise femme, que le mari arrive, ils se disent oh là là, le mari, en gros, s'il nous trouve, il va nous tuer. Sauf que le mari, il a 70 ans. Donc, et puis, il tousse comme un crevé. Donc, c'est pas le mari qui va les tuer. Bon, bah, du coup,
Le petit jeu aussi de tout ça, c'était pourquoi pas d'essayer de me donner envie de lire d'autres choses. Donc Jack London, il avait déjà mon cœur. Non, Voltaire, pas vraiment, mais je lirai quand même Micromégas parce que j'ai vu sur un article Wikipédia que oui, Micromégas pouvait être considéré comme un ancêtre de la science-fiction, donc j'ai envie de regarder. Dostoïevski, je pense que. Enfin, j'ai cru entendre que les livres qu'il a écrits, donc si je me trompe pas, il y a au moins les frères Karamazov, ça peut. Ça pourrait me plaire, mais bon, là, clairement, nouvelle humoristique, c'était pas trop mon truc. Qu'est-ce qu'il a écrit, lui Crime et châtiment, L'idiot, les frères Karamazov. Mais il en a écrit plein, hein. Il a écrit une quinzaine de romans, il a écrit une tripotée de nouvelles, et il a fait des traductions. Donc pourquoi pas retourner sur Dostoïevski, mais sur autre chose, peut-être pas des nouvelles. Moi, je vous ai dit, hein, l'humour avec moi, ça passe ou ça passe pas du tout. Donc là, ça passait pas trop. Parce que je préfère du Feydeau, en fait, où ça va encore plus loin, si vous voulez, que Dostoïevski. Et Feydeau, ça va plus loin, mais c'est essayer de regarder un fil à la patte. Je suis sûre qu'il doit y avoir des trucs en ligne. Donc je m'arrête là parce que je suis bien trop longue. Le prochain, ça sera, je crois, 3 nouvelles de Barjavel. Et après, on verra si j'ai le temps de lire autre chose. Salut! Et salut! Dernier petit extrait vidéo sur Les Enfants de l'ombre de René Barjavel. Donc je n'ai pas eu le temps de lire autre chose, donc je lirai des textes courts pour une prochaine fois. Je pense notamment à Parlez-moi d'amour de Raymond Carver, dont j'avais fait des petites vidéos courtes là, mais en fait j'ai lâché la rampe parce que ça m'a un petit peu gonflé. Donc je préfère terminer le recueil et vous en faire un retour dans une vidéo de ce genre. Donc René Barjavel, c'est un auteur que j'ai découvert quand j'étais adolescente. Si quelqu'un ne connaît pas cet auteur-là et le découvre maintenant, sachez que c'est un homme qui est né en 1911 et qui est mort en 85. Et c'est un homme du début du XXe siècle, en gros, qui a connu les deux guerres, qui a connu la guerre d'Indochine, etc. Et c'est un auteur de science-fiction qui est diversement apprécié. Enfin, il a quand même une petite fanbase, je pense, mais ses écrits, aujourd'hui, faut les prendre dans leur jus. Parce que c'est des livres qui ont, pour beaucoup, été écrits dans les années 30 ou 40, donc il faut prendre ça comme ça vient et pas avec notre fenêtre d'aujourd'hui. Les Enfants de l'ombre, c'est un petit recueil de 3 nouvelles. Je vais vous en lire un petit bout. On a Le Prince blessé. Le Prince blessé, c'est une nouvelle qui fait quasiment 40 pages. Je suis nulle en calcul. Plutôt 35. Le Prince blessé, on est sur... pour les fans des Mille et Une Nuits, vous allez reconnaître ces noms-là. On est sur le calife Haroun al-Rachid, qui a eu des tas de fils, avec des tas de femmes, qui a un harem, etc., qui habite quelque part là-bas, sans doute dans le golfe Persique. Et on est dans un monde futuriste, mais un monde futuriste qui a été écrit dans les années 50. Il y a un côté très orientaliste. Donc j'insiste sur le côté orientaliste, on est vraiment sur une vision idéalisée en fait de cet endroit quoi, où ils vivent, la Perse, je ne sais plus exactement comment ils l'appellent. Et c'est un petit mélange de science-fiction et de conte. Parce que là-dedans, nous avons Omar, qui est un génie. Si je ne me trompe pas de nom. Omar. Omar est un génie, et comme Omar est un génie, on est sur de la magie. Donc là, on a un petit mélange même de fantaisie et de science-fiction, futuriste. Pourquoi ? Parce que donc, Haroun al-Rachid, il est très vieux, et il aimerait bien en fait que quelqu'un prenne sa place parce que, au bout d'un moment, là, il sent que il va décliner. Heureusement pour lui, son fils Ali
qui est le plus beau garçon du monde, que tout le monde aime. Donc là, on est dans l'aspect conte, parce qu'on a un côté très superlatif en ce qui concerne Ali. On a un côté très superlatif sur ce pays, euh, sur la Perse, ses beautés, les odeurs sucrées, la beauté des femmes, leur grâce, etc. Et donc, Haroun al-Rachid, il voudrait que son fils, qui n'a que 16 ans, grandisse, parce qu'il doit prendre la suite. Donc, gardez bien en tête qu'on est sur un mélange de contes des mille et une nuits, et de science-fiction. Ce qui veut dire que on a c'est assez particulier au niveau du world building, on va dire. Bon, il y a des navettes, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'on a à peu près, sur le monde tel qu'il existait dans les années 50, à peu près. Ali, pour grandir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il devienne un homme. Et pour devenir un homme, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut qu'il rencontre le loup. Donc, il faut qu'il couche avec des femmes. Donc, il va découvrir le plaisir du harem. Mais il va également aller à Paris. Et à Paris, il va tomber amoureux d'une comédienne. Et là, j'ai l'impression que Barjavel s'est un tout petit peu foutu de la gueule de Jean Anouilh, notamment, et des personnes qui font du théâtre, vous comprenez, et notamment des metteurs en scène. Est-ce que vous avez déjà été voir des spectacles de théâtre où vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi je regarde quoi là en fait? Voilà, ce type de metteur en scène. Et donc, il tombe amoureux d'une comédienne qui était une mauvaise comédienne, pas très jolie, plutôt intense. Et en fait, Jean Anouilh l'a embauchée pour qu'elle dise merde dans sa pièce de théâtre. Donc elle est posée sur sa pièce, sur la scène, elle ne dit rien, elle regarde le public, et à un moment, elle se lève, elle crie merde, et elle s'en va. C'est son rôle. Et comme ça, ce rôle-là, en fait, tout Paris devient complètement dingue à son sujet. Ali devient fou amoureux d'elle. Ils sont ensemble. Et un jour, cette jeune comédienne qui commence à avoir une certaine notoriété rencontre un metteur en scène bulgare, quelque chose comme ça, un gars de l'Est. Mais le metteur en scène, de type de pièce de théâtre où vous vous dites qu'est-ce que je regarde? Et là, donc on passe un peu au niveau supérieur en termes de trucs bizarres, en termes de théâtre. Et c'est comme ça que Ali va perdre la comédienne, donc la comédienne qu'il aimait. Et là, Ali, il est triste parce qu'il est amoureux. Alors ça part en truc complètement... là, on va un peu zapper l'aspect parisien, l'aspect un peu futuriste. L'aspect futuriste, il est pas si élevé, enfin, pas si important. C'est un peu de déco, si vous voulez. Et là, on va complètement basculer dans le conte. Parce qu'on a Ali qui est en gros un peu au fond de son lit, qui ne s'alimente plus, qui ne se lève plus, qui ne dort pas, qui ne mange pas, qui ne vit plus. Donc, eh ben, papa Haroun al-Rachid, il va essayer de un petit peu secouer les fesses de son fils pour qu'il réagisse. Ça marche pas. Et quand il fait appel à quelque chose qui ne fonctionne pas, il le lui enlève. Physiquement. Mais un jour, Ali va retrouver ce goût de vivre. Et là, c'est merveilleux. Il y a juste une petite phrase que j'ai bien aimée. Je vous préviens qu'elle peut être, je pense, un petit peu sexiste. Très fort. C'est un homme qui est né en 1911, je reprécise. Il faut qu'il apprenne à se méfier des femmes. Omar. On ne les aime bien que si l'on y prend garde. Alors, je pense que là, on n'est pas dans la vision de Barjavel de la femme, on est dans la vision que Barjavel a de ce qu'un homme perse des années 50, idéalisé, a de la femme. Donc, on n'est pas non plus sur un biais raciste. Je pense qu'on est... Après, peut-être que
peut-être que je suis un peu dans le superlatif par rapport à Barjavel parce que je l'adore. J'adore cet auteur. Les enfants de l'ombre. On va quitter Paris et la Perse et on va partir dans l'Auvergne. Et dans l'Auvergne, en fait, on a un fleuve qui s'appelle l'Allier. Dit-on. Et là, on est dans un côté très conte. Alors, le côté très conte, il est parfois présent chez Barjavel, parce que j'ai lu quand même quelques-uns de ses livres. Je vous en parlerai un peu plus après. Et si vous voulez, il se fonde autour de l'Allier une espèce de petite communauté très étrange, où les hommes, en fait, sont quasiment nés de l'Allier. C'est très particulier, les enfants de l'ombre, où il va y avoir une espèce de vie souterraine, un tourisme un peu bizarre et l'émergence d'un monstre. On ne sait point pourquoi. C'est super particulier, je serais infoutu de la résumer. J'ai trouvé que c'était la nouvelle qui est la plus conte, la moins SF et la plus lyrique au niveau du style et qui m'a plus touchée. Et pourtant, on est sur une toute petite nouvelle qui fait une petite vingtaine de pages. J'ai envie de vous lire un passage qui est 3 paragraphes. Je le trouve très fort. On est un peu années 50, je pense aussi. Pour se distraire, ils avaient tout essayé. Ils organisaient des bals, des fêtes folkloriques, des concours de manie et de bridge, des représentations de chefs-d'œuvre, des surprises parties, et même des orgies où ils occupaient plus la table que les canapés. Ils écoutaient la TSF, assistaient aux rencontres sportives, lisaient des romans policiers, comptaient leurs comptes en banque, collectionnaient les timbres, emplissaient les grilles des mots croisés. Mais ceux-là n'emplissaient pas leur temps. Ils épiaient leurs voisins, guettaient la croissance et l'interférence des adultères, en imaginaient de faux, envoyaient des lettres anonymes, allaient à la messe, donnaient des fêtes de charité, adoptaient une ville ravagée par la guerre. Mais cela n'emplissait pas leur temps. Ils fondaient des partis politiques, se battaient aux réunions contradictoires, couvraient les murs d'affiches diffamatoires, subventionnaient des journaux porteurs d'insultes, se provoquaient en duel, buvaient l'apéritif, détrônaient leur roi et le retrônaient. Mais cela n'emplissait pas leur temps. Très particulier, ça fait vraiment conte. Ça me fait un peu, moi, une ambiance, quasiment le village de Shyamalan. Quasiment. Je parle juste de l'ambiance, pas de ce qui s'y passe. Et il y a une histoire de monstre aussi. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça finit sur... faut le lire. Et on a Béni soit l'atome, qui est une nouvelle qui fait une vingtaine de pages aussi, qui est divisée en trois parties. On a les rescapés du B312. Le B312, si vous voulez, c'est les gens qui vivent à Paris. Les gens qui travaillent à Paris prennent un... Comment ils appelaient ça ? Un stratobus pour aller à New York où ils vivent. Ils travaillent à Paris, ils vivent à New York. Le trajet leur prend 30 minutes. Et c'est un trajet qui est automatisé. Et si vous voulez, un jour, alors qu'ils sont ils rentrent chez eux, les gens, ils ont fini leur journée, ils sont contents. Ils sont dans la stratosphère et ils se rendent compte que New York vient d'exploser. Ils restent en l'air, du coup, c'est comme ça que le protocole dit qu'ils doivent se protéger en restant en l'air. Du coup, le pilote, même si c'est un truc automatique, les Français préfèrent avoir un pilote dans leur stratobus. Le pilote appelle Paris, en pensant à ces gamins. Personne ne répond à Paris. Personne ne répond à New York, qu'ils ont vu exploser. Personne ne répond dans toutes les grandes villes. En fait, il y a un petit pays montagnard, pas membre de l'OTAN, qui a balancé des bombes partout et qui s'est dit on va conquérir le monde. Et voilà. Quelques années plus tard, deuxième partie, on a Journal d'un civilisé. En 5946 de l'ère de paix totale, 114e jour de l'année. Je vais juste vous lire le paragraphe.
Donc là, on est clairement, cette nouvelle, c'est une critique de la bombe atomique. Je viens de m'éveiller de mon sommeil de 3 semaines. C'est cet après-midi que je dois fournir à la collectivité mes 2 heures de travail mensuel. Dieu et l'atome soient bénis. Dieu est atome, l'atome est Dieu. L'infiniment petit et l'infiniment grand se pénètrent et se confondent. La dimension est une erreur à l'image de l'homme et à son usage. L'homme est moyen, l'homme est médiocre, mais il habite l'infini et l'infini l'habite. C'est en quoi il est à l'image de Dieu et pourquoi Dieu a permis qu'il se serve de l'atome pour se rapprocher de lui. On a tout un discours comme ça autour de l'atome, qui est divinisé, déifié, je ne sais pas comment on le dit. Et on part d'une civilisation qui était déjà très avancée technologiquement à quelque chose qui l'est, mais alors d'une avancée technologique telle que tous les besoins des hommes sont comblés et qu'ils vivent quasiment tout leur temps à dormir. Parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler, ils n'ont pas besoin de faire à manger, ils n'ont pas besoin de faire l'amour. Ils doivent faire tout le monde doit produire 10 enfants, mais il n'y a plus rien. Et en fait, à un moment, ils sont contents, quoi, comme ça. Le gars, il est réveillé 1 semaine par mois, ça lui suffit. Et la 3e partie, on est 1000 ans plus tard, le journal du petit-fils du précédent. Parce que le précédent avait déjà 300 ans. Donc on est sur des générations de 300 ans. Et là, on est sur une terre qui a été colonisée. Ils vivaient tous en sous-sol. Parce que tout a été pété au-dessus, évidemment. Et comment dire, ils ont conquis la Lune, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, etc. Sauf qu'à un moment, Pluton, ils se sont dit, la Terre, on va se la faire. Et ça repart en bombe. Ça repart en bombe. Et c'est triste, c'est hyper triste. C'est hyper triste. Et ça finit par, j'ai envie de vous lire ça. Ça finit pas bien, en gros. Ça repart en guerre, guerre totale et compagnie. C'est l'homme qui l'aura voulu. J'ai peur. Je suis fière d'être un homme. Être un homme, c'est faire la guerre. Je sais pas. Je suis pas sûre, j'espère pas. Et bref, Barjavel, c'est vraiment un auteur que j'ai beaucoup de respect pour son travail depuis que je l'ai découvert quand j'étais adolescente. J'ai lu Le Grand Secret. Le Grand Secret, c'est on a trouvé l'immortalité. Ouais, c'est contagieux. Et merde. Ça, c'est Le Grand Secret. On a La Nuit des Temps. C'est tiens, il y a un signal radio sous la calotte glaciaire, je sais plus où, en Antarctique ou en Arctique. Tiens, il y a des gens qui vivent dans quelque chose en stase, là-dessous, très 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 en dessous. Qu'est-ce que c'est donc donc ça, c'est La Nuit des Temps, qui va complètement remettre en question toute la théorie de l'évolution, etc. Si je me souviens bien. J'ai lu Les Dames à la licorne, qu'il a coécrit avec Olenka De Vere, qui est une divinatrice, astrologue, je sais plus exactement. Je crois qu'elle est cartomancienne. C'était son métier. Je sais pas si elle est encore vivante, cette personne-là. Et c'est tout un roman qui a été imaginé à partir des tapisseries sur les Dames à la licorne et qui sont reliées au Plantagenet. Donc, c'est le rapport des Plantagenets et de la licorne. Et je crois que j'ai pas lu Le Voyageur imprudent. Je sais plus si j'ai lu Ravage. Ravage, c'est oh, l'électricité a été coupée partout dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la merde. Donc voilà, Barjavel, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un style, ouais, c'est vraiment son style qui me touche beaucoup, ses idées aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui était assez profondément antimilitariste parce que il avait vu, assisté, ou enfin c'était à son époque, aux guerres. Et chez les petits chats qui ont découvert des nouvelles babales, c'est trop la fête.
Et bref, Barjavel, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je pense que je vais essayer d'en lire d'autres. Je vous ferai peut-être un Je découvre Barjavel. Mais j'aimerais bien lire des livres que je n'ai pas lus de lui. Donc voilà, je m'arrête ici. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense que j'ai été très longue sur Barjavel. Quasiment 20 minutes au secours. Je pense que je ferai d'autres vidéos de ce genre parce que j'avais acheté pas mal de petits bouquins à 2-3 euros, là, les Folio, Librio, etc. J'ai Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, j'ai de Lovecraft, j'ai des anthologies par exemple sur les sorcières, j'ai quelque chose d'assez antimilitariste aussi de Jean Giono, Refus de guerre je crois de Jean Giono, et je vous en présenterai d'autres parce que je trouve que c'est un très bon moyen de découvrir en fait un auteur ou découvrir une thématique comme les sorcières avec l'anthologie. Et voilà, donc pour une prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée et lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!